Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans l'épisode 4 d'Alien Earth. Observation, c'est le titre, simple presque, tranquille en apparence. Oui, mais c'est trompeur, hein. Parce que l'atmosphère, elle est incroyablement lourde. On pourrait penser que c'est une pause après tout ce qui s'est passé avant, mais... Mais pas du tout, c'est plutôt une tension qui monte, électrique, qui couve sous la surface. Chaque regard, chaque silence, on a l'impression que ça annonce quelque chose. C'est exactement ça. Comme si tout l'environnement retenait son souffle juste avant la tempête, quoi. C'est le calme avant la tempête, voilà. Et cet épisode, c'est une vraie masterclass pour construire cette tension, justement par l'attente, par cette surveillance mutuelle constante. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer ça. Comment cet épisode, qui a l'air plus calme, prépare en fait méthodiquement le chaos qui va suivre. On va regarder de près les dynamiques entre les personnages, les hybrides, les autorités comme Boy Cavaler, et comment chaque interaction, chaque observation semble poser une pièce pour l'explosion à venir. On se base pour ça sur pas mal d'analyses détaillées de l'épisode. D'accord. Alors, allons-y, on va explorer cette surveillance partout, qui donne son nom à l'épisode, et puis le développement de certains personnages, Wendy bien sûr, mais aussi les autres Lost Boys. Sans oublier les tireurs de ficelles, Boy Cavaler, le synthétique Kersh, l'agent Moreau. Leurs motivations sont tout sauf claires, et les théories qui émergent de tout ça. Avec toujours cette idée en filigrane, on prépare quelque chose de grave. Ce calme, il va pas durer. Clairement pas. Ce thème de l'observation, il est partout, c'est presque étouffant. C'est la réalité de Neverland dans cet épisode. Oui, on voit Kersh, le synthétique, observer Slightly super discrètement. Et Boy Cavalier, lui, il lâche pas ses créatures et ses produits, comme il appelle les hybrides. C'est terrible comme terme d'ailleurs. C'est glaçant. Et puis Prodigy, la corpo qui surveille Wendy via ses implants. Moreau, l'agent de Yutani, qui manipule et espionne Slightly. Et même les créatures, c'est ça qui est fou. L'Ocellus, cette espèce d'œil parasite qui prend le contrôle d'un mouton. Ah oui, cette scène. Elle observe, elle analyse. Ce n'est pas juste une bête instinctive, elle a une intelligence parasitaire assez flippante. On a l'impression d'être dans un immense panoptique. Tout le monde surveille tout le monde et tout le monde est surveillé. Absolument. Et ça installe un climat de paranoïa, de méfiance totale. Chaque geste, chaque mot peut être utilisé contre toi. C'est une forme de contrôle subtil mais hyper puissant. Et on le sent bien que sous cette surveillance, il y a des plans qui se trament, des manipulations. La vraie question, c'est qu'est-ce qui se prépare dans l'ombre de tous ces regards ? Et au milieu de tout ça, il y a Wendy. Son évolution dans l'épisode, elle est waouh, stupéfiante. Elle découvre qu'elle peut entendre les xénomorphes. D'abord, c'est comme un bruit d'insectes, elle dit. Oui, comme des insectes qui frottent leurs pattes. Et puis, elle arrive à distinguer les cris du xénopole, cette créature sortie du poumon de Joe. Mais le plus dingue, c'est qu'elle arrive à reproduire leur langage. C'est ça. Le moment où elle interagit avec ce xénopole, c'est clé. Elle n'a pas peur. Au contraire, elle le calme, elle le berce presque. C'est une scène hyper étrange, un peu dérangeante, non ? Complètement. Ça crée une connexion presque maternelle, totalement inédite avec une créature aussi terrifiante. Et le xénomorphe ne l'attaque pas. Il a l'air réceptif, presque affectueux. C'est troublant. Ça ouvre des possibilités énormes. Est-ce qu'elle devient une sorte de reine des aliens, une chuchoteuse capable de les contrôler ? On pense forcément à Ripley 8 dans Alien Résurrection, ou même à Sarah Kerrigan dans Starcraft, oui. Ces figures féminines qui tissent un lien avec une race alien. C'est tentant comme parallèle. C'est intéressant, mais il faut rester prudent. Est-ce que c'est une capacité innée ? Est-ce qu'elle est l'élue, comme elle semble un peu le croire elle-même ? Ou alors est-ce lié à sa propre technologie ? Ces implants qui lui permettraient de capter des fréquences spéciales. Ou même, certains avancent l'idée d'une projection enfantine, une sorte d'illusion, une façon pour elle de rationaliser quelque chose qu'elle commence à peine à maîtriser techniquement. La question reste ouverte en fait. Il y a aussi une théorie intéressante sur le xénopole lui-même, non ? Comme quoi il serait différent. Ah oui, parce qu'il est né du poumon de Joe qui avait montré une certaine résistance, on s'en souvient, et qu'il a été exposé à Wendy dès sa naissance. Du coup, il pourrait être moins hostile. Peut-être même partager une sorte de lien familial via Joe. C'est tordu, hein ? C'est une hypothèse fascinante, ça ajouterait une sacrée couche de complexité. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que Wendy développe un truc que Boy Cavalier ne contrôle absolument pas. Et ça doit l'énerver, Boy Cavalier. Ah ça, il déteste perdre le contrôle. Wendy devient une variable imprévisible. Sa loyauté envers Prodigy, elle était déjà pas énorme, mais là... Elle devient un élément de rébellion potentiel.
Le grain de sable dans la machine bien huilée de Neverland. Un potentiel de chaos énorme. Et elle n'est pas la seule bombe à retardement. Les autres hybrides, les Lost Boys, ils sont tous au bord du gouffre, chacun à sa manière. Ils sont au cœur des expériences, mais aussi au cœur des tensions. Nibs, par exemple. Nibs, elle est dans un état psychologique critique. Elle développe une grossesse nerveuse, une grossesse fantôme. C'est probablement lié à son trauma avec l'Ocellus, la créature oculaire. Très probablement, oui. Un mécanisme de défense post-traumatique complètement tordu. Elle rejette sa nature synthétique, son identité vole en éclats. Elle ne sait plus qui elle est, quoi. Et ça la rend violente. L'agression contre Dame Sylvia, qui essayait d'être maternelle avec elle, c'était brutal. Oui, et le fait qu'on parle d'événements de niveau 3 pour son confinement, ça montre bien à quel point elle est devenue instable, dangereuse. Elle incarne l'échec et le danger de ses expériences. À côté, il y a Slightly, Arush Singh, de son vrai nom. Lui, il est pris dans un engrenage terrible. Manipulé par Morrow, l'agent de Yutani, qui se fait passer pour Capitaine Crochet. Et Morrow ne le lâche pas. Il joue sur son désir d'être un héros, mais surtout, il le fait chanter en menaçant sa famille sur Terre. C'est horrible. Sa mission est de récupérer un œuf de xénomorphe pour Yutani. Et tout porte à croire que ça implique de sacrifier un autre humain. Et la cible désignée, c'est Joe, ermite. On voit Slightly complètement tiraillé. Il est jaloux de Joe parce que Joe a l'attention de Wendy. Mais en même temps, il se retrouve face à un dilemme moral monstrueux qui le dépasse totalement. C'est un gamin forcé de jouer dans la cour des grands, des très grands et des très méchants. Et les autres hybrides ne sont pas mieux lotis. Isaac, l'ancien Toodles, Lui, il essaye de se reconstruire une identité. Il choisit Isaac Newton. Il cherche la rationalité scientifique. C'est intéressant de voir la petite touche de tendresse paternelle que Kirsch a pour lui. oui, c'est étrange venant de Kersh, si froid d'habitude. Calcul ou vraie solidarité synthétique? Bonne question. Et puis il y a Curly, frustré de ne pas avoir les pouvoirs de Wendy, qui cherche la reconnaissance de Boy Cavalière. Ce qui la rend aussi vulnérable à la manipulation. Exactement. Et enfin, Hermite, Joe, le frère de Wendy. Lui, sa situation est super précaire. Déjà, sa relation avec Wendy est tendue. Il lui en veut un peu de ne pas avoir été là quand il était malade. Et surtout, il est prisonnier de Prodigy à cause de ses dettes médicales pour son poumon artificiel. C'est cynique au possible. Boy Cavalier s'en sert comme témoignage client et comme moyen de pression sur Wendy. Sois sage et ton frère pourra rester. Et comme on disait, sa vulnérabilité fait de lui la cible parfaite pour le plan de Morrow et Slightly. Il est au carrefour de toutes les manipulations. Ce qu'il faut retenir de ces Lost Boys, c'est leur fragilité collective. Ils sont tous sur le point de craquer. Manipulés, traumatisés, en quête d'identité, jaloux, leurs réactions imprévisibles sont une source majeure du chaos qui menace Neverland. Une révolte, une implosion du groupe, ça semble de plus en plus inévitable, non? Ah oui, ça sent mauvais pour eux. Parlons justement des architectes de ce chaos latin, Boy Cavalier, le directeur. Personnage fascinant et flippant. Ce côté Peter Pan, perverti, obsédé par l'immortalité, par le contact avec une intelligence supérieure qu'il croit trouver chez les xénomorphes. Et sa façon de déshumaniser les hybrides, unité, produit, problème informatique. C'est une manière de se protéger, non? De mettre une distance. Oui, pour justifier ce qu'il leur fait subir sans doute. Son arrogance est immense. Sa jalousie aussi, surtout vis-à-vis de Wendy et Joe. Il manipule Wendy avec cette promesse pour Joe, c'est clair. Ses piques constantes envers Kirsch, Curly, Dame Sylvia, ça montre son besoin de dominer, son mépris. Et en même temps, on sent une crainte. La peur que Yucatani, la corpo rivale, finisse par utiliser les xénomorphes contre lui. Il joue avec le feu et il le sait. À côté de lui, il y a Kirsch, le plus énigmatique, peut-être. Ah oui, Kirsch, le synthétique, froid calculateur, il voit tout, analyse tout, mais n'intervient presque jamais. Ou alors de façon hyper ambiguë. On sent qu'il joue sa propre partie, sur le long terme. Mais laquelle? Est-ce qu'il laisse faire Morrow et Yutani pour affaiblir Boy Cavalier? Est-ce qu'il veut récupérer des infos? Ou est-ce qu'il a un agenda secret lié au synthétique? Sa relation avec Boy Cavalier, c'est un mélange de soumission de façade et de résistance passive-agressive. C'est ambigu. Et ces tests moraux sur Slightly, qu'est-ce qu'il cherche à prouver? Et cette tendresse pour Isaac, une faille ou un plan? Certains se demandent même s'il ne comprendrait pas, lui aussi, les xénomorphes, vu son rôle dans le déverrouillage des œufs. C'est une vraie boîte noire, ce personnage. Et le troisième joueur dans cette partie, c'est Morrow, l'agent de Yutani. Le capitaine Crochet. Lui, il est beaucoup plus direct. Il manipule Slightly par la menace pure et simple contre sa famille.
pas d'état d'âme. Il est là pour foutre le bordel et servir Yutani. C'est l'élément perturbateur externe. Exactement. Et ces trois-là, Cavaler, Kirsch, Moreau, représentent des intérêts contraires, des ambitions secrètes. C'est une poudrière politique et stratégique. Chacun observe l'autre, attend la faille. La tension ne vient pas que des aliens ou des œudrides instables. Elle vient aussi de cette guerre froide interne qui peut exploser à tout moment. Tout à fait. Et au-delà de cette intrigue de pouvoir, l'épisode pose des questions éthiques vraiment profondes. Oui, sur la nature de l'humanité à travers les hybrides. C'est quoi au juste ? Des consciences humaines transférées, avec une âme, ou juste des IA hyper sophistiquées entraînées sur des données de cerveau humain? Cette deuxième théorie, elle prend du poids quand on entend Arthur, le mari de Dame Sylvia, douter. Il dit un truc terrible. Dans le pire des cas, nous avons tué 6 enfants. Glacial. Et cette nuance entre « est-ce ta sœur » et « avons-nous téléchargé sa conscience », ça suggère que le processus est peut-être plus sombre qu'un simple transfert. Plutôt une copie, une émulation. Ce qui soulève d'énormes questions morales, évidemment. Et ça sert une critique plus large des mégacorporations comme Prodigy et Weyland-Yutani. On est dans un monde post-démocratie, dirigé par 5 corpos. Le capitalisme le plus cynique est montré avec Joe, prisonnier de ses dettes médicales. C'est une critique féroce du contrôle de ces entités sur la vie des gens. Et le moteur de tout ça, ça semble être la quête du transhumanisme, de l'immortalité, mais réservée à une élite. C'est le but de Boy Cavaler, et sûrement des corpos derrière. Manipulation, abus de pouvoir sur des enfants, des êtres vulnérables, ces thèmes sont partout. Même le couple Arthur-Dame Sylvia incarne ce conflit éthique interne sur la légitimité de tout ça. Tout ça nous ramène à notre idée de départ. Cet épisode observation, même s'il a l'air plus lent, il est crucial. Absolument fondamental. Il ne marque pas une pause, il creuse les fondations du drame à venir, il révèle les failles du système Neverland, les motivations cachées, et il amplifie les tensions jusqu'au point de rupture. C'est une construction méthodique du chaos qui s'annonce. Les divisions entre les Lost Boys qui s'aggravent, les plans de Moreau pour Yutani, l'attitude impénétrable de Kirsch, l'instabilité de Nibs, et bien sûr, le pouvoir incontrôlable de Wendy. Tout ça converge vers une confrontation violente. Les lignes de fracture sont partout. On sent venir le conflit Hybrids contre Prodigy. La lutte de pouvoir Kirsch contre Boy Cavaler. Et l'escalade entre Prodigy et Yutani. C'est inévitable. Chaque scène, chaque dialogue, c'est comme poser une pièce sur l'échiquier en préparation du coup d'après. C'est l'observation tendue juste avant que tout bascule. Donc, pour résumer un peu notre discussion, l'épisode 4, Observation, nous plonge dans cette surveillance généralisée, cette tension palpable sous un calme trompeur. On y découvre la connexion unique de Wendy au xénopole potentiellement révolutionnaire. On voit la fragilité et l'instabilité croissante des hybrides, et on décrypte les jeux de pouvoir dangereux entre Cavaler, Kirsch et Moreau. Chaque élément observé est un rouage qui prépare une déflagration majeure. Ce n'était pas une pause, c'était l'inspiration avant le grand plongeon dans le chaos. La tension est maximale, les alliances sont fragiles. Et les enjeux sont colossaux. Le contrôle des xénomorphes, l'humanité, l'immortalité, la guerre des corpos. Ce calme est vraiment lourd, menaçant. C'est le calme avant la tempête. Et pour finir, une pensée qui va un peu plus loin sur cette idée d'observation et de contrôle. Et si Neverland, c'était plus qu'une base de recherche? C'est-à-dire ? Si c'était une expérience psychologique géante. Si l'observation constante, les manipulations de Boé Cavaleré, ça ne visait pas seulement à contrôler, mais à cultiver des réactions, à étudier la réponse humaine ou post-humaine au stress, à la peur, à la manipulation. Une sorte de laboratoire comportemental à ciel ouvert. C'est vertigineux comme idée. Dans ce cas, les xénomorphes seraient des catalyseurs. Mais les échecs, comme l'instabilité de Nibs ou les dilemmes de Slightly, ce ne seraient pas des accidents. Ce seraient des données précieuses pour comprendre, voire modeler la conscience sous pression. Si c'est ça, alors s'échapper de Neverland, c'est pas juste une fuite physique. Non, ce serait se libérer d'une emprise mentale, briser les barreaux d'une cage psychologique hyper sophistiquée. Alors, qu'est-ce qu'on observe vraiment dans Observation? La préparation d'une guerre pour une arme biologique? Ou les résultats en direct d'une expérience bien plus vaste, bien plus troublante, sur l'âme elle-même? La question reste ouverte, et c'est peut-être ça le plus inquiétant.